Vincent Queijo est une personne qui repère une personne. Je ne sais pas sous quels critères, je ne sais pas comment fonctionne son inconscient, qui repère une personne pour certains caractères et qui va décider petit à petit de l'isoler avec des techniques qu'on ne peut pas voir à la télé. On n'a pas vu les moments où Ilan s'est interposé pour retenir Simon, pour retenir Cassandra. C'est-à-dire que les deux voulaient te frapper? À tour de rôle, ouais. À tour de rôle, chacun a voulu en venir à voilà, un contact physique. Bastos, ça va? Ça va et toi? Bah oui, j'aimerais bien moi avoir un bonnet comme toi aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur demain, je me trouve mal coiffé pour notre interview. Oh, ça va. Oh, quand même. Moi, je me sens pas offensé par ta coiffure. Bon, bah c'est l'essentiel. Et tu te sens pas non plus offensé d'être face à moi? Non, pas du tout. Bah oui, parce que tu ne m'aimais pas, hein. Oui, mais ça y est. Maintenant, on travaille ensemble. Ah, donc tu m'aimes bien parce qu'on travaille ensemble? Je veux dire, comment je peux ne pas t'aimer et être là? Ça voudrait dire que vraiment... Donc ça y est, t'as appris à m'aimer, tu m'affectionnes maintenant? Bah ouais, bien sûr. Je t'aime bien et je t'admire. Je suis dans ton cœur. J'admire énormément ton éthique de travail et je trouve que t'es un boss. C'est pas ce que t'as toujours dit, Non. mais on pourra en parler. Bien sûr. Allez, on est là pour se dire les choses. Bastos, on t'a tous connu, c'était à l'époque, en 2016, dans la saison 10, la saison anniversaire de Secret Story. Tu avais pour secret, je suis l'alibi du couple Sophia et Julien. Par la suite, tu as participé à tout un certain nombre de téléréalités, les 12, apprentis je crois. aventuriers. 12? Je crois que j'en ai 12 à mon C'est actif. beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Les Princes de l'amour, Love Island, les 50. Puis tu as pris un tournant de créateur de contenu il y a quelques années. Tu as réussi à t'imposer avec succès dans le milieu du live, dans le milieu de la création de contenu. Alors tu es autant critiqué qu'apprécié, aimé, adoré, raillé, jugé. Mais on va pouvoir passer tout ça en revue au cours de cette interview. Et dans un premier temps, Bastos, j'aimerais te montrer un extrait de la seule et unique interview que nous avions faite ensemble en 2016. Je m'en rappelle. Parce que tu devais la faire peut-être. À ma sortie de Secret. À ta sortie de Secret. Après, tu ne pouvais plus me voir en peinture. Regarde, rappelle-toi. Les jours, quoi. Le vrai Bastien. T'as changé de jogging d'ailleurs. J'ai changé de jogging, j'ai même mis un jean pour l'occasion. Eh ben dis donc, Mazel Tov. Je suis tombé en Félicitations. Bon alors comme ça, même sorti de la maison, tu continues à embêter les candidats. J'ai vu, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est le Seigneur des Ténèbres. Tu t'es autoproclamé. Le Seigneur des Ténèbres, c'est de l'autodérision. Quand je suis sorti, j'ai vu que j'étais le grand méchant de cette aventure. Donc ça m'a fait penser à Sauron dans Le Seigneur des Anneaux et je me suis surnommé le Seigneur des Ténèbres et puis je joue un peu avec ça pour rigoler. C'est de l'autodérision. Tu le trouves comment ce garçon avec du recul? Une densité capillaire qui me fait envie. On n'en est plus là. Quelques années sont passées par là. Mais tu te reconnais, tu vois quoi là? Ouais, je me reconnais. C'est marrant parce que je parle d'autodérision et je pense qu'à l'époque, j'en ai justement pas encore assez. Et je suis un petit peu trop sérieux, un peu trop tendu. Alors que, voilà, je veux dire, ça doit être pris comme de l'amusement tout ça aussi. Et j'aurais dû prendre plus de plaisir à l'époque. C'était mes regrets et c'est ce qui a fait qu'après 3 ans de pause, après Secret et les apprentis aventuriers, je suis revenu en télé-réalité. Je me suis dit, mon regret, c'est de ne pas m'être assez amusé. À l'époque, je ne m'amusais pas. J'étais trop intense, j'étais trop premier degré. C'est pour ça que je me compare souvent à Simon Castaldi. Quand je le vois aujourd'hui être un peu trop à cran, un peu trop intense sur des histoires qui finalement n'ont pas tellement d'importance. Je me dis que voilà, j'ai bien évolué, j'ai pris du recul, j'ai pris de la distance. On va parler de Simon Castaldi. Je vais te montrer notamment une vidéo parce qu'il s'est rendu en bas de chez toi avec Cassandra et c'est Aquababe qui a révélé cette vidéo. Mais pourquoi le Seigneur des Ténèbres? C'était ton ancienne DA? Le Seigneur des Ténèbres. Je fais toujours aujourd'hui, les gens qui me regardent en stream le savent, énormément de références au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux... avec ma famille, c'est un peu notre film fondateur, quoi. On a beaucoup de références à ce film, à ces films. Et ouais, du coup, le Seigneur des Ténèbres, c'était Sauron, c'était le grand méchant, c'était celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et c'est vrai que pour que même le présentateur à l'époque, Christophe Beaugrand, soit si agressif dans ses propos à mon égard, alors qu'un présentateur, en général, tu le sais mieux que personne, reste plutôt impartial, tu vois, plutôt neutre.
je me disais vraiment, ma personnalité a dû extrêmement déplaire à tout le monde, quoi. C'est fou de. Qu'est-ce qu'il avait d'attirer dit, une telle Christophe haine. Beaugrand? Il avait dit, je crois, dans ces termes, ce qu'a fait Bastos à Fanny, il va le payer au centuple. Avec un ton agressif. À l'époque, mes parents avaient pris peur, ils avaient appelé la production, ils avaient dit, mais qu'est-ce qui se passe? La production, le présentateur même de cette émission montre une haine affichée pour un candidat. On n'a jamais vu ça avant. Et ils ont pris peur, ils se sont dit, mais là, ils vont lui faire du mal, quoi. Et tu as pu lui poser la question à Christophe Beaugrand par la suite, pourquoi il était aussi véhément envers toi? Je l'ai recroisé plus tard et je ne suis pas sûr de bien me rappeler. C'était très bref, c'était quelques années plus tard et je crois que rapidement il s'est un peu excusé. Mais voilà, j'imagine que mon comportement et ma manière de jouer lui avaient fait carrément perdre les pédales. Alors j'ai quand même l'habitude de faire perdre les pédales à pas mal de gens, mais présentateur d'émission quand même. Tu disais pas Bastos là, tu dis Bastien Oui. en parlant de toi. Qu'est-ce qui a contribué à créer Bastos? Comment t'es passé de Bastien à Bastos? Le début de Bastos, c'est le début de ma chaîne YouTube que j'ai appelée Bastos. Mais Bastos, ça existait depuis bien longtemps. En école de commerce, par exemple, on m'appelait Bastos. Et c'est ma maman, la première, qui m'a donné ce surnom. Ça existait depuis bien longtemps et je n'avais même pas pensé à le prendre avant de rentrer dans Secret Story. Pour te dire, parfois, ça me choquait même qu'on m'appelle Bastien. Tu sais ce que ça veut dire Bastos? Je sais qu'il y a certains langages, le portugais, le tagalog, dans lesquels Bastos a une signification. Et en général, c'est plutôt mauvais garçon, garnement, Ouais, bad boy. en argot, il paraît que c'est une cartouche. Ouais, aussi. Il paraît que c'est un projectile, une balle. Ouais, en français. En français. Mais dans d'autres langages, ça existe le mot Bastos. Pourquoi t'as délaissé Bastien de Bastos? Parce que je sais que t'aimes pas quand on t'appelle Bastien. Il y a une raison ou pas? Alors de la même manière, j'aimais pas. Et la raison pour laquelle j'aimais pas, c'est qu'au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, je vais faire un vrai branding autour de mon nom. Je vais retourner en télé-réalité. Donc au moment où je retourne en télé-réalité, parce que ma chaîne YouTube fonctionnait bien et que j'avais ce regret de ne pas m'être assez marré, je me suis dit, je vais retourner en télé-réalité. Mais par contre, je vais faire bien attention que ça soit bien connecté avec mon compte YouTube, que le tout crée, tu vois, une croissance organique et que du coup, tout se nourrisse, quoi. Et du coup, je voulais plus qu'on m'appelle Bastien, je voulais qu'on m'appelle Bastos. Aujourd'hui, je suis au-delà de ça. Aujourd'hui, vraiment, je m'en fiche. Même ton compte en banque s'appelle Bastos. C'est pas mon compte en banque, c'est ma société. Ok, c'est Oui. pour ça. Je me suis dit, il a dû dire au banquier Bastos et rien d'autre. Non, c'est le nom de ma société. Tu penses que tu es perçu comment aujourd'hui? Parce que tu vois, tu t'appelais le Seigneur des Ténèbres quelque part à l'époque. Aujourd'hui, c'est la même chose ou ça a évolué? Aujourd'hui, je pense que je suis un personnage clivant. Ça veut dire qu'on m'aime autant qu'on peut me détester. Ce qui est bien, c'est que il n'y a personne qui est neutre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien ça. Je suis un personnage un petit peu extrême et je l'ai toujours été. J'ai toujours été quelqu'un de provoquant. Quand j'étais petit, je me faisais engueuler par mes parents. Je me faisais engueuler par mes grands-parents parce que je suis moqueur, parce que j'ai des opinions, parce que j'aime bien me battre pour ces opinions. Et quand on se bat pour ses opinions, ça fait des heureux, ça fait des malheureux. Je vais dire, quand on va à la guerre, il y a un ennemi, quoi. Et moi, je suis un peu toujours en guerre depuis que je suis tout petit. Mais je suis très content de ne laisser personne indifférent. Et voilà, je suis très content d'avoir autant de haters que de lovers. Pour moi, il y a un problème avec les gens qui sont juste aimés. C'est lequel? Pour moi, il doit y avoir un problème de sincérité, étant donné que personne n'est parfait et qu'à partir du moment où on décide de se montrer tel qu'on est, on va faire des heureux et on va faire des malheureux. Alors, tu es né en 1988 en Alsace, c'est ça? Voilà, Mulhouse, Voilà, pays du bretzel. c'est ça. Tu sais les faire? Non, pas du tout. Je suis pas du tout cuistot, moi. Ah, tu cuisines pas? Ah non, pas du tout. Mais tu te fais quoi à manger chez toi? Je sais faire juste des pâtes
Je commande une fois par jour et une fois par jour, je me force à faire des pâtes ou faire du riz ou des lentilles. Tu vois, Bon, j'alterne. c'est déjà bien. Ta maman, elle est championne de tennis, Mhm. c'est ça? Ouais, plusieurs fois championne de France en titre, championne du monde avec l'équipe de France, je crois une fois. Elle avait même sa chance au championnat du monde cette année et elle a décidé de ne pas le faire. Mais ouais, une grande championne de tennis. Ton papa est dans le sport aussi ou pas du tout? Ouais, mon papa, il était kiné quand il travaillait. Maintenant, il est retraité. Mais il était kiné pour une équipe de basket pro quand j'étais tout jeune. Et puis aujourd'hui, il est le préparateur physique de ma maman. Ça veut dire qu'il la coach un peu, il est là à tous ses matchs. Et puis, bien sûr, massage, rééducation, étirement, etc. C'est pas tout le monde qui grandit avec une maman championne dans un sport. Ça fait grandir comment? Ça inculque quoi comme valeur? Elle n'était pas championne quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, elle était prof de PS. Maman, c'est une grosse carriériste. Elle a commencé prof de PS, après elle a été prof de fac, elle a passé l'agrégation, elle a été proviseur adjointe, elle a été proviseur. Et dans le sport, elle a sacrifié un peu sa carrière de championne de tennis qui commençait très bien à son adolescence pour choisir la vie de famille et une vie plus simple et moins risquée. Parce qu'on sait aussi que choisir la vie de champion dans un sport, c'est quelque chose de très incertain. Une blessure et puis c'est fini. Et puis c'est beaucoup de sacrifices, des sacrifices sur la vie perso. Donc voilà, elle a fait ce choix-là. Et donc, elle n'était pas championne de tennis quand j'ai grandi. Ok. Mais ma maman a toujours été un énorme modèle d'hygiène de travail, d'éthique de travail. Tu vois, ma maman, c'est vraiment pas une feignasse. C'est une femme qui a toujours voulu aller de l'avant dans son taf, innover, vivre des nouvelles expériences, changer, avancer. Et je pense que c'est de là que me vient cette énergie créatrice et cette énergie... tu vois, d'être toujours poussé par l'envie de changer, de monter de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. C'était strict ou c'était plutôt permissif C'était dans très ta strict, famille? très strict. Sérieux? Ouais, très strict sur les devoirs, les notes à l'école, le temps de télé, le temps d'ordinateur. Il y a eu vraiment des règles extrêmement strictes. Et ça a été ouais, une adolescence où il fallait filer droit, quoi. T'as des frères et des sœurs? Ouais, un petit frère et une petite sœur qui ont 2 ans et 3 ans de moins que moi. Ok. Et 1 an et 3 ans de moins que moi. Qui sont dans quel domaine? Ma sœur est prof de maths et mon petit frère il était jusqu'à il y a 1 an plongeur mécanicien, d'abord dans l'armée, après dans le civil. Et il y a 1 an et demi maintenant, il m'a offert un couteau. C'est un gros manuel, mon petit frère. Il rénove des bagnoles, il rénove des motos et il faisait des couteaux. Et il m'avait offert un couteau pour Noël. C'est moi qui lui avais donné l'idée. Je lui avais dit, tiens, si tu prenais un leurre de pêche, que tu mettais une lame dedans et tout, j'aimerais bien que tu me fasses ça pour Noël. On aime bien faire des cadeaux DIY dans ma famille, des cadeaux que tu fais toi-même, des cadeaux où tu as donné quelque chose du tien, tu n'as pas juste donné de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Et il m'a fait ce couteau-là et je l'ai mis en story parce que j'étais hyper fier de lui, hyper fier de la réalisation. Et quelques mois plus tard, il a pu abandonner son métier qu'il n'aimait pas pour devenir coutelier. Et aujourd'hui, il en vit grâce à cette aventure de ce premier couteau et de ses premiers partages, etc. Et aujourd'hui, il fait des couteaux, il a énormément de talent, hein, il fait des couteaux hyper créatifs pour des grands chefs cuisiniers français. Donc ça marche très très bien pour lui et je suis hyper content. Et la van life, c'est ta famille, ça vient de la famille, c'est tes parents qui te l'ont inculqué? Ouais, j'ai grandi en allant en vacances très souvent en trafic aménagé ou en voilier. Donc cette manière de vivre un petit peu simplement, un petit côté minimaliste et surtout un gros côté nomade, c'est un truc dans lequel j'ai grandi et je pense que sans grandir dedans, c'est quand même une vie qui n'est pas facile. Moi, toutes mes ex que j'ai emmenées brièvement faire des petits trips en van, ça ne s'est pas super bien passé. Et toi, c'est quelque chose qui t'a toujours plu? Bah, moi, j'ai été bercé dedans. Cet esprit nomade. Voilà, moi, j'ai été bercé dedans et j'ai toujours eu cet objectif d'avoir
un jour mon van et un jour mon voilier. Et voilà, c'était un objectif quand j'étais petit et c'est une vie dont j'ai l'habitude. J'ai besoin de très peu. Je me suis habitué à ça. Et pourtant, tu viens d'une famille plutôt aisée. Ouais, normal. Normal. Je dirais pas plutôt aisé. Mère prof de PS, père kiné. Voilà, les deux parents qui travaillent. Je voyais pas énormément mon papa parce que c'était des grosses journées. Il rentrait tard le soir et il commençait tôt le matin. Et mes parents ont toujours travaillé. Et je peux pas dire que c'est des gens riches, quoi. Mais tu as vécu de façon plutôt minimaliste. Moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu la meilleure enfance que je puisse imaginer en vivant dans les conditions d'amour que je pensais être la norme à l'époque et que j'ai découvert être l'exception plus tard. Pourquoi à travers mes l'exception? rencontres. J'ai découvert qu'il y a bien plus de gens qui grandissent dans des conditions difficiles, dans des familles éclatées, dans des conditions d'abus, de violence, de manque, de tristesse, de dépression, d'anxiété. C'est des choses que moi, je n'ai pas connues enfant. Et voilà, on nous présente vachement dans la société un espèce de schéma comme celui qu'on voit dans les pubs Lactel, où il y a un papa, une maman, des petits-enfants, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout va bien. Je me suis rendu compte plus tard que c'était loin d'être le cas et j'en suis hyper reconnaissant, je leur dois tout. Je n'ai jamais manqué de rien. Et on allait en vacances de façon minimaliste, mais on allait en vacances en vivant des expériences extrêmement exclusives. Je veux dire, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande en bagnole avec des tentes, et puis on s'arrêtait partout, on faisait du camping sauvage. Je veux dire, quel enfant peut rêver de mieux que ça? J'ai vécu tout mon lycée à Tahiti. En vacances, on prenait le voilier, et même si on dormait un peu les uns sur les autres, on allait d'île en île dans toute la Polynésie. Je veux dire, que demander de plus? Ça n'avait pas de caractère matériel, mais en termes d'expérience, j'ai eu l'enfance la plus riche au monde. C'est ça qu'a façonné l'ADN que je trouve que tu as, cette personnalité très zen, très calme. Même quand tu clashes quelqu'un, tu le fais avec un ton très calme, très zen. T'as pas l'air d'être un mec stressé. Non, et pourtant je l'ai été. J'ai vécu plus tard des crises d'angoisse, des crises de panique et un état proche de la dépression. C'était au début de ma vie à New York, donc dans la jeune vingtaine. Et après avoir fait une petite introspection, ces crises d'angoisse, elles venaient plus finalement de l'extrême liberté et de l'infinie étendue de possibilités qui s'offrait à moi au début de ma vie, et l'angoisse de finalement ne pas pouvoir saisir toutes les expériences. En fait, cette soif d'expérience, elle m'a été donnée dans ma jeunesse par mes parents et elle est presque devenue menaçante au moment où il y en a eu trop des possibilités. Ça manquait un peu de mur, un peu de cadre, peut-être. Voilà, exactement. Je me suis retrouvé à un moment où, je sais pas, comme un boulimique à qui on donnerait tout d'un coup plein de bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est trop, quoi. C'est à New York que tu intègres une entreprise dans la mode. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que tu as fait des études de commerce, mais tu fais une année de césure, tu pars à New York. Une année, tu parles anglais? Disons que j'avais toujours eu des bonnes notes en anglais, mais c'était quand même une adaptation assez compliquée, quoi. Et c'est comme ça que tu commences le mannequinat? Ouais, c'est ça. En fait, le mannequinat, ça a été la première source de revenus, étant donné que j'avais menti à mes parents en leur disant que j'étais payé pour qu'ils soient bien tranquilles et qu'ils n'aient pas de soucis à se faire, alors que je ne l'étais pas par un stage que j'avais pris à New York. Je me suis dit, mais c'est bon, je vais être barman, je vais être serveur, je vais faire du black, parce que je n'avais pas de visa. Mon visa, c'était un visa d'étudiant, un visa de stagiaire, mais il ne me permettait pas de travailler. Et du coup, j'y suis allé un peu trop confiant. C'est vrai que ça remonte, ça ne me rajeunit pas, mais c'était après les attentats du 11 septembre. Oui. Bon, pas juste après, mais c'était encore un souvenir important pour les États-Unis. Et il n'y a plus eu de travail au black après ça. Ils ont changé un peu leur politique, ils ont adapté ça. Et ce n'était pas si facile de travailler au black à l'époque. Et c'était compliqué de finalement trouver autant de travail et autant de sources de revenus que je voulais. Donc j'ai vécu pendant très longtemps quasiment comme un clochard. Pendant plusieurs mois, je me nourrissais avec $2 par jour.
Donc j'ai eu des moments pas faciles, mais en même temps, c'est des moments qui m'ont forgé. Et, et ouais, la première petite lumière au bout du tunnel, ça a été le mannequinat. Mais qui est venu te chercher? Personne n'est venu me chercher. En fait, je me baladais dans la rue et j'ai été approché par une recruteuse d'Abercrombie & Fitch. Oui. À l'époque, ils cherchaient des greeters, donc des modèles pour plus faire joli dans le magasin que vraiment faire le travail de vendeur. Torse nu? Exactement, torse nu. Et du coup, ce qu'ils voulaient, c'était recruter. Ils envoyaient des jolies filles recruter des jolis garçons et des jolis garçons recruter des jolies filles. Parce que c'était un métier qui n'était pas très bien rémunéré et donc ils essayaient de les persuader autrement. Et donc ils m'avaient envoyé Michel, il m'avait envoyé. C'est Michel qui m'a abordé dans la rue et Michel fille. Parce que Michel, ça peut être un garçon aussi, qui m'avait abordé dans la rue et qui m'avait dit écoute, on aimerait bien te faire travailler chez Abercrombie & Fitch, etc. Bon, moi, j'avais pas de visa, donc je pouvais pas bosser. Mais je voulais son numéro. Donc je suis parti à l'entretien, j'ai pris le numéro de Michel et puis je me retrouve à l'entretien avec un recruteur, un mec des RH, et je lui dis bon, écoute, je vais être honnête avec toi, je suis venu juste pour le numéro de Michel, mais je peux pas taffer, j'ai pas de visa. Et il m'a dit, je sais même pas pourquoi tu es là, tu devrais aller voir des agences de mannequins, tu vas cartonner. Alors ils sont très familiers avec ce monde-là. Alors je lui ai dit, écoute, moi je suis ouvert à tout, hein. Genre vraiment, je vis avec $2 par jour, je suis prêt à tout. Et le gars, il me dit, bah tiens, je te donne une liste avec des adresses, tu y vas et tu verras bien. Et Sympa. La première agence où j'ai été, c'était Request. J'ai rencontré Gaspard, le head booker de Request, et il m'a dit tout de suite, tu vas nulle part ailleurs, je te signe maintenant et je vais faire de toi un top modèle. Et c'est comme ça donc qu'on a pu te voir après sur des catwalks comme Hermès, Calvin Klein et tant d'autres. Il a quand même pas fait de moi un top modèle. On peut pas dire que j'ai été un top modèle, mais c'est vrai que j'ai eu des très belles expériences dans ce monde-là. Et surtout, eux, ils ont des manières de te payer un peu au black, d'arranger les choses, parce que la plupart des mannequins sont étrangers, qu'ils n'ont pas toujours leur visa à temps, etc. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont sponsorisé pour mon premier visa O1 de travailleur exceptionnel, qui m'a permis à partir de là de rester aux États-Unis de manière sereine, de déclarer mes revenus. Et t'arrivais à vivre du mannequinat? Et j'en ai pas vécu tout de suite, hein. Je faisais plein d'autres tafs sur le côté. Une fois que j'ai eu mon visa, j'ai pu me permettre de faire du catering, serveur, manager d'événements. Je faisais des guest lists devant les clubs, devant les soirées de la mode à New York. J'ai refait des stages après. J'ai fait un stage de relations presse dans la mode. Donc ça me permettait d'avoir des bons contacts pour faire l'entrée des soirées Marc Jacobs, des soirées Heidi, des soirées Nylon, voilà, tous ces magazines et ces marques de vêtements. Il y a des similitudes entre le milieu du mannequinat et le milieu de la télé-réalité? C'est un milieu un peu, comment dire, où il y a de l'argent facile pour ceux qui en gagnent, parce que c'est pas facile de faire de la télé et c'est pas facile de faire du mannequinat. Mais pour ceux qui en gagnent, c'est de l'argent facile. Et en général, l'argent facile vient avec pas mal de dérives en termes de consommation, en termes d'abus, en termes de considération de l'autre. Il y a plus de drogue dans le mannequinat ou dans la télé-réalité? Moi, je ne suis pas dans la drogue, donc j'ai du mal à te faire un vrai topo des quantités. Mais il y en a dans les deux et il y en a beaucoup dans les deux. Il y a plus d'hommes qui tentent d'exercer un pouvoir au travers de leur influence qu'ils peuvent avoir sur les femmes ou les hommes dans le mannequinat ou dans la télé-réalité, selon toi? Je pense que ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Moi, dans le mannequinat, j'ai eu des propositions indécentes. J'ai eu des situations très inconfortables dans lesquelles je me suis retrouvé, que j'ai instantanément dénoncé. De la même manière que je le fais aujourd'hui, que j'ai instantanément dénoncé. Je me suis insurgé contre ça à l'époque, ça a posé beaucoup de problèmes. Des propositions indécentes d'hommes, de femmes? D'hommes. Ouais, j'ai pas eu. Dans la mode,
dans le milieu artistique de la mode, c'est-à-dire le stylisme, la photographie, la direction artistique, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, à ma connaissance. Et je pense que ils sont aussi, comment dire, indécents avec les femmes qu'avec les hommes selon voilà, leur orientation et ce qui les inspire. En fait. Et pourtant, toi, ton orientation, elle n'était pas vers les hommes. Moi, mon orientation n'était pas vers les hommes, mais je veux dire, ça ne change rien. Non. Voilà, ça ne change rien. Une proposition indécente, c'est une proposition indécente. Et on devrait s'insurger contre les deux. Et comment t'expliques, tiens d'ailleurs, Bastos, qu'il y a eu pas mal de rumeurs depuis ta carrière en télé dans Secret Story qui pensaient que tu étais gay? Je pense que c'est sûrement dû à mon côté assez libéré. Je veux dire, je pense que j'ai quasiment autant d'amis homosexuels que d'amis hétérosexuels, donc peut-être mes fréquentations aussi. Mon côté, tu vois, il y a des gens qui parlent de tolérance, je parle même pas de tolérance. Pour moi, genre tout ça c'est normal, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas, je vois pas de différence entre les humains selon leur orientation sexuelle. Et peut-être que ça a joué, j'en sais rien. Mais c'est dû à quoi? À ton crop top que tu pouvais porter Ouais, comme Antoine Goretti? De la même manière, je me suis battu bien avant Antoine Goretti pour que les vêtements soient pas genrés. Et je me suis battu d'un côté et d'un autre côté, je le faisais même pas par combat. Tu vois ce que je veux dire? Mon plaisir, c'était de tenter des choses, d'essayer des choses. Moi, je viens du milieu de la mode. Ça a toujours été, je veux dire, un goût pour moi, la mode. Et du coup, j'ai toujours voulu essayer plein de choses. Et peut-être que ça a joué aussi, sûrement. Et est-ce que tu as déjà essayé avec un mec? J'ai jamais été attiré physiquement par un homme. J'ai déjà été attiré spirituellement, tu vois, par un homme. Et je pense que ça a débouché plus sur de l'amitié. Je pense que, en fait, l'orientation sexuelle fait que tu vas prendre le chemin de l'amitié ou de l'amour, en fait, bizarrement. Mais un coup de foudre, c'est un coup de foudre pour un être humain, tu vois. Et j'ai eu des coups de foudre pour des hommes qui sont devenus des coups de foudre amicaux, étant donné qu'il n'y avait pas d'attirance sexuelle. Tu avais déclaré à Laura Lampica que tu pourrais avoir une expérience un jour avec un homme par curiosité. Le jour où je serais attiré par un homme, j'aurai cette expérience sans aucune barrière et sans aucun frein. Et voilà, j'ai aussi, et attention, hein, je jette la pierre à personne, mais j'ai aussi la chance d'avoir une éducation hyper ouverte d'esprit, des parents qui n'ont jamais mis de frein sur quoi que ce soit. Et c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et c'est bien plus dur pour certains que pour d'autres. Et voilà, j'ai déjà été très attiré aussi par des femmes trans. Et je ne l'ai pas caché, j'ai raconté aussi ces expériences-là. Jade? Par Jade, ouais, entre autres, mais il y en a eu d'autres. Auriel? Ouriel, on n'a rien eu avec Ouriel, il n'y avait pas vraiment d'attirance. Mais j'ai déjà embrassé et failli aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas de ma faute si on n'a pas été jusqu'au bout. Une femme trans qui s'appelle Andrea. Andrea, je ne sais plus ce que c'était son nom de famille, mais elle avait concouru pour Miss Paris et elle pouvait être la première à concourir pour Miss France si jamais elle était élue. Et vraiment, elle est magnifique. Et on s'est embrassés, on est rentré chez moi et j'ai senti une petite gêne de sa part, pas de la mienne. Et je pense que c'était parce qu'elle savait que je ne savais pas. Mais j'ai aucun... Je veux dire, à partir du moment où je suis attiré par une personne, je n'ai pas de frein à le montrer et je ne veux pas être esclave de ma culture. Je veux suivre mes émotions et je veux suivre mes attirances. Eh bien, ceux qui ont suivi leurs émotions, ce sont Cassandra et Simon Castaldi qui se sont qui sont venus en bas de chez toi. C'est ça? Ils avaient ton adresse. Oui, bah Simon est venu plusieurs fois streamer chez en moi. live. Pas Cassandra. Cassandra, jamais. Je crois qu'elle n'est jamais venue. Bah pour le coup, elle est venue. Regarde.
C'est quoi qui a déclenché ça? C'est le live avec Lisa Marie que tu avais fait quelques jours auparavant? Pas quelques jours, le soir même. Le soir même. Voilà, le soir même, j'ai fait un live avec Lisa Marie et j'étais vraiment pas prévenu de ce qu'elle allait dire, je suis honnête. Les gens qui viennent sur mon stream sont libres de s'exprimer. C'est du live, tu connais ça avec Aja. Juste pour expliquer, elle a déclaré que Simon Castaldi aurait trompé Cassandra sur le tournage des 50 et elle a dit qu'elle préférait taire le nom de la femme dont il s'agit. Voilà. C'était très élégant de sa part d'ailleurs, étant donné qu'on sait qu'aujourd'hui, bien souvent, les réseaux s'acharnent sur les femmes célibataires qui ont une relation avec un homme en couple, alors que c'est l'homme en couple qui devrait répondre de ses actes et absolument pas les femmes célibataires. Donc c'était très élégant de sa part. En tout cas, cette révélation à laquelle je n'étais pas du tout préparé a énervé Simon et Cassandra. J'ai d'abord su par Ilan qui quittait la table du restaurant où ils étaient en train de passer la soirée et qui se dirigeait vers chez moi et que Ilan les accompagnait pour être le médiateur de cette rencontre. Là, les images qu'on voit, c'est un moment calme de cette altercation. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les moments où Ilan s'est interposé pour retenir Simon, pour retenir Cassandra. C'est-à-dire que les deux voulaient te frapper? À tour de rôle, ouais. À tour de rôle, chacun a voulu en venir à un contact physique. Moi, je n'ai pas peur, donc j'étais là, je n'allais pas reculer, mais il était hors de question que je lève la main sur l'un ou l'autre. Je sais les conséquences que peuvent avoir ce genre de débordement. Je sais que parfois, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Et je veux dire, je suis aussi plus âgé, plus sage. Disons que je mets ça sur le compte de la jeunesse. Il est hors de question que je fasse preuve de violence envers qui que ce soit. C'est pas la première fois que quelqu'un veut en découdre avec toi. Tu vois, je te montrais en introduction l'extrait de l'interview qu'on avait faite en 2016 à ta sortie de Secret Story et je me souviens, ça a été un scandale ce jour-là à ta sortie. Ouais. Il y avait eu une histoire avec Vincent Queijo, je le fais vraiment de mémoire. Vincent Queijo qui était venu pour en découdre avec toi dans les couloirs de Secret. Exactement, et il n'est pas venu pour en découdre avec moi en me faisant face. Il m'a tapé par derrière à l'époque. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas vu venir. J'ai pris un coup sur l'arrière de la tête. C'était avant ou après l'interview qu'on avait faite? C'était cette journée-là, non? Je crois que c'était le lendemain, parce que l'interview qu'on avait faite, c'était juste le jour de ma sortie. Ok. C'était soit le lendemain, soit un ou 2 jours après. C'était après qu'il y ait eu un prime. Et sur Twitter, je m'étais moqué, j'avais provoqué un petit peu Vincent Queijo, avec qui ça ne s'était pas du tout bien passé dans l'émission, puisque fidèle à son habitude, il avait démarré un harcèlement. Et à l'époque, ce n'était pas un sujet en télé et on le voyait partout, dans Les Anges, on le voyait sur Secret, etc. Et il m'avait complètement isolé, il avait monté tout le monde contre moi, comme il est encore capable de le faire aujourd'hui sur des tournages comme celui de La Villa dernièrement. Et du coup, on n'était vraiment pas copains tous les deux. Et en sortant, il était hors de question que je laisse passer ça. Et je m'étais moqué de lui sur Twitter. Il l'avait très mal pris. Et au moment de revenir pour, je ne sais plus si c'était une interview ou quelque chose, il m'avait frappé sur l'arrière de la tête et puis arraché ma chaîne, je crois. T'avais dit quoi pour attiser sa colère? Je ne sais plus ce que j'avais dit. En fait, je crois que j'avais dit un truc du genre... je m'étais moqué de lui et de ce qu'il avait fait sur le plateau du Prime. Il avait répondu un truc menaçant... du genre typique, les montagnes il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, ou un truc de taulier de télé-réalité. C'était les expressions de 2015. Voilà, exactement. Et du coup, je lui avais répondu que, et c'était le cas, on s'était croisés dans le couloir le jour du Prime. Je lui avais dit, on s'est bien croisés dans le couloir du Prime, on n'a pas besoin de se recroiser, et t'as pas moufté, t'as eu raison. Tu vois, je lui avais dit un truc comme ça. Et du coup, ça, il l'avait pris comme un gigantesque affront. Il s'était dit, j'ai eu raison parce que sinon j'aurais perdu. Non, ça n'a rien à voir. Tu as eu raison parce que personne n'a jamais raison de s'adonner à des actes violents. Je veux dire, on finit toujours par y perdre.
Donc c'était dans ce sens-là, et il avait vu l'autre sens, et du coup la prochaine fois qu'il m'avait vu au loin, il avait couru, et puis bah, il m'avait asséné un coup de poing sur l'arrière de la tête. Bah, il était sanguin à l'époque, mais c'est quelqu'un d'entier, Vincent. Alors, Aujourd'hui, entier, ça n'a avec, rien à avec voir. Crime, il a changé. Avec Marois, Entier, il a ça n'a changé. rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Sergueï, Vincent Ramonet, Cynthia, il y a beaucoup de personnes sur le dernier tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui se sont plaints de son attitude, qui consiste de manière discrète ou pas à isoler quelqu'un, une personne dans le groupe, à monter systématiquement le groupe contre cette personne. Un caractère de bully. Des bullies comme on les voit à l'école, comme beaucoup d'entre nous en avons souffert à l'école, et comme on essaye aujourd'hui des comportements qu'on essaie aujourd'hui de bannir dans les médias, qu'on essaie aujourd'hui de bannir en télé, et on l'avait banni. Je veux dire, on s'en était débarrassé. Il est revenu et je trouve qu'il n'a pas changé finalement. Alors moi, j'étais pas avec vous en tournage pour pouvoir parler ou non Moi, j'y étais pas non d'isolement. plus. Donc moi, je t'écoute. Mais est-ce que si tel est le cas, avec une volonté d'isoler, c'est pas parce que tu le piquerais peut-être un peu trop régulièrement? C'est pas toi dernièrement qui sur les réseaux, je le fais vraiment comme ça, c'est Oui. pas prévu. Non, mais c'est pas vas-y. toi qui a dit que Marois était une michto d'être avec lui? Oui, mais Enfin, je moi, veux dire, j'étais c'est- pas sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, mais c'est méchant. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, j'étais pas sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Oui, ça veut non, dire que le je comportement parle de Secret. harcèlement qu'il a pu. Ah, mais Secret, il me connaissait pas avant de me harceler et avant de m'isoler et de monter tout le monde contre moi. Il me connaissait pas, moi. Oui, mais moi quand je dis j'étais pas là, c'est parce que je peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Quoi. Systématiquement, Vincent Queijo est une personne qui repère une personne. Je ne sais pas sous quels critères, je ne sais pas comment fonctionne son inconscient, qui repère une personne pour certains caractères et qui va décider petit à petit de l'isoler avec des techniques qu'on ne peut pas voir à la télé, c'est-à-dire quand tu essayes de faire une blague ou de t'intégrer dans le groupe, systématiquement, il va essayer de t'écarter. Vous avez essayé de parler? On a parlé avec Vincent, on a parlé. Moi, Vincent, je trouve que c'est un mec bien quand il n'est pas en télé. Je pense que sur un tournage de télé, il doit se sentir menacé. C'est un mec qui ne doit pas avoir confiance en lui dans le groupe. Il doit se sentir menacé. Il doit avoir besoin d'asseoir sa domination sur une personne, de créer un bouc émissaire. Et c'est des choses dont Vincent Ramonet, dont Cynthia, dont Sergueï se sont plaints les uns après les autres. Je veux dire, une personne qui, selon sa sensibilité, réagirait d'une manière ou percevrait les choses d'une manière, c'est quelque chose. Maintenant, 3 personnes, ça fait beaucoup. Pourquoi t'as dit récemment que Marois était une michto pour toi? Moi, j'ai blagué un petit peu sur le terme michto. Attention, c'est des trucs que je fais un peu sur le second degré, mais je faisais référence au fait que voilà, dans le milieu, on est tous au courant des fréquentations secrètes, cachées de certaines candidates de télé-réalité qui vont sur les tournages en étant en fait secrètement en couple avec un footballeur, mais nous, on les voit, tu vois ce que je veux dire, ces interactions, on les voit, on est présent dans les clubs, on voit à quelle table, on voit ces choses-là. C'est vrai que l'audience ne le voit pas, et moi je trouve que c'est dommage, c'est des gens qui gâchent un petit peu la télé, c'est des choses qu'on a pu voir avec par exemple Marine Elimer, beaucoup à l'époque. Ces meufs-là sont en couple à l'extérieur, viennent sur les tournages, en tant que célibataires, font croire qu'elles ont des histoires d'amour, et à la sortie du tournage, c'est fini, ça rompt et ça retourne voilà, sur des jets privés, sur des yachts, à droite, à gauche. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'être intéressé, d'être vénal, d'être voilà, matériel. Okay, j'ai aucun problème. Par contre, j'ai un problème avec le fait de ne pas être sincère lorsqu'on vient sur un tournage. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est beaucoup plus les femmes qui font ça que les hommes sur les tournages de télé-réalité. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est culturel, mais je trouve ça dommage. C'est ce qui est attendu aussi. Elles sont peut-être poussées Bien aussi sûr. par certaines productions. Bien sûr, c'est dans ce qui est sens-là, attendu. qui s'en foutent complètement qu'elles soient en couple ou Je veux qu'elles dire, ne si soient tu es pas. en couple, pourquoi tu vas faire croire à un mec... Moi, je te parle des individus, là. Si tu es en couple, pourquoi tu vas faire croire à un mec que tu es en train d'avoir une histoire romantique avec lui? C'est quand même... je veux dire, ça manque un peu d'empathie comme histoire.
c'est jouer avec les émotions de quelqu'un, c'est dommage. Et inversement, il y a aussi beaucoup de mecs, mais tu le sais, hein, qui se jouent énormément des nanas en télé-réalité. Dans un autre genre, ils vont se jouer des nanas en leur faisant croire qu'ils vont se mettre en couple, et puis derrière les tromper. Ou... Ça n'a jamais été mon cas. Moi, à chaque fois que je suis allé en télé-réalité et que j'ai eu des histoires d'amour, j'ai eu des histoires d'amour. Je pense que celle que j'ai le plus aimée était Victoria. 3 ans. Et d'ailleurs de ma vie, hein, je pense. Ah, de ta vie. Ouais. Victoria, c'est mon grand amour. D'accord, donc toi, tu estimes que Greg Higa devrait être blacklisté éternellement de toute télé-réalité. Exactement. J'aimerais qu'il soit clair sur ce qu'il a fait et qu'il sait très bien qu'il a fait. Et à ce moment-là, il se passe ce qui doit se passer en réaction à ces choses-là. Et c'est l'armée des morts que je suis en train de lever. Et moi, je vais me battre jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop souffert de toutes ces choses horribles. Et ces gens-là, eh bien, ils auront justice.